Bonjour, aujourd'hui dans Hopla, direction Beach pour découvrir la culture autrement. Ici, pas besoin de pousser les portes d'un grand musée parisien pour admirer des chefs-d'œuvre. Ils viennent à vous à portée de tablettes et de casques de réalité virtuelle. La Microfolie, c'est aussi un atelier de fabrication numérique où se côtoient robots miniatures, imprimantes 3D et bornes d'arcade. Un lieu où petits et grands peuvent découvrir, apprendre et s'amuser. Mais allons découvrir tout de suite nos deux invités du jour. Bonjour Michel Campion. Bonjour Marie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Très bien, mais vous êtes toujours la bienvenue à la Microfolie de Beach. Alors tu es le créateur de cette Microfolie. Est-ce que tu peux m'expliquer comment a démarré l'aventure? Alors, le créateur est un bien grand mot. On était l'initiateur dans le cadre de la campagne municipale de 2020. On avait voulu créer un espace culturel ouvert à tous les publics de Beach et des alentours. Et on a découvert une proposition faite par le ministère de la Culture qui s'appelle la Microfolie, organisée par le Parc de la Villette, qui consiste essentiellement à un musée numérique et d'autres activités que nous avons nous développées. D'accord, donc on va découvrir juste après les activités annexes. Alors est-ce que tu peux me dire ce qu'est concrètement une Microfolie? Alors toutes les Microfolies au monde sont sur le même modèle. Un musée numérique avec une trentaine de collections. Il y a, je crois, à peu près 8000 œuvres de sculpture, de peinture, de danse, de chant, qui sont disponibles sur un serveur que nous avons sur place, mais qui est connecté au Parc de la Villette. Et on peut choisir des projets soit des programmes préétablis par le Parc de la Villette, soit on peut constituer notre propre programme. Et alors depuis quand celle de Beach est-elle ouverte? Alors nous l'avons imaginé en 2020 et on l'a ouvert le 1er septembre 2021. D'accord. Et quel public est-ce que vous accueillez? Des scolaires, des familles, des particuliers? Alors, des publics de type famille qui viennent en vacances à Beach ou qui veulent passer un moment chez nous, des scolaires. Pour les scolaires, nous faisons des programmes spécifiques à leur demande, adaptés à ce que veut faire le professeur. Et nous avons aussi des groupes qui viennent soit se faire former, soit découvrir des œuvres intéressantes. D'accord. Au niveau des scolaires, c'est pas seulement Pays de Beach, est-ce que ceux de Sarreguemines peuvent aussi participer? Nous avons eu de Sarreguemines, on a même eu de Metz, on a vu d'Alsace qui sont venus, parce qu'ils savent que nous nous adaptons à leurs besoins. Bon, la difficulté quand ils viennent de Metz ou qu'ils viennent de Sarreguemines ou qu'ils viennent d'Alsace, il y a les frais de transport. C'est ça qui freine un peu. Et quels sont vos tarifs alors? Tout est gratuit. Oh, ben super. Tout est gratuit pour les écoles, mais tout est gratuit pour les visiteurs. Et nous avons à peu près 2 tiers qui viennent de Beach, du Pays de Beach, et 1 tiers qui vient de l'extérieur du Pays de Beach. Alors maintenant, on va rejoindre Hugo, qui est l'animateur ici, et c'est lui qui va nous présenter les activités. Quelques activités, et puis bon voyage dans nos œuvres. Merci. Alors, je suis maintenant en présence de mon second invité, Hugo. Bonjour. Bonjour Marie. Alors, première question, comment est-ce qu'on devient animateur d'une Microfolie? Alors, je suis devenu animateur donc de la Microfolie en rentrant en tant que service civique. Et ensuite, j'ai été embauché en tant que contractuel à la mairie de Beach. D'accord. Alors je suppose que tu es un petit peu un passionné du numérique, des jeux vidéo peut-être? C'est ça, alors, je suis un grand passionné du numérique et des jeux vidéo et c'est des choses que j'ai incorporées au sein de la Microfolie, comme la borne d'arcade, la réalité virtuelle et d'autres petites choses de ce style-là. Ok. Donc aujourd'hui, là, tu vas nous présenter toutes les activités possibles dans la Microfolie. Et puis, on va commencer par le musée virtuel. Oui, tout à fait. Le musée virtuel, on peut se lever et voir ici, donc, sur l'écran, est diffusée la collection Grand Est. On peut retrouver devant ce tableau avec la collection qui est projetée un certain nombre de tablettes. Sur ces tablettes, on peut y retrouver, si on va au menu ici, un cœur. Alors, il existe plusieurs langues, une vingtaine de langues qu'on peut sélectionner. On va rester sur le français. Dès que l'on aime quelque chose qui se retrouve sur l'écran,
on va appuyer sur le cœur et ce qu'il y avait à l'écran se retrouve sur la tablette. Comme ça, en fait, chacun peut choisir les œuvres qui les intéressent en lien avec la collection qui est diffusée sur l'écran. Donc Alors là, moi qui suis passionnée de l'Égypte ancienne, est-ce que par exemple je peux voir les collections du Louvre? Alors si on voulait faire une collection spécifique sur l'Égypte ancienne et le Louvre, on pourrait la préparer sur ordinateur au préalable avant de venir en tant que collection personnalisée. Ok, mais c'est possible, envisageable. Oui, c'est dans oui, vos fichiers. tout à fait. D'accord. Alors j'ai cru comprendre que le musée était un petit peu transportable, c'est mobile ces tablettes? C'est tout à fait mobile. Ça a été imaginé comme ça. Alors vous avez des pupitres assez solides que l'on peut transporter et une boîte de transport juste derrière nous où on peut mettre le projecteur et le déplacer dans les écoles par exemple ou dans des médiathèques, bibliothèques ou des lieux de culture. Ok, bon, c'est vraiment sympa ça. Moi j'ai encore une autre question. Est-ce qu'on retrouve la citadelle de Bitche dans vos données? Alors parmi nos 5000 œuvres d'art, il y aurait une photo de la citadelle assez discrète, mais il y aurait une photo qui serait intégrée parmi nos 5000 œuvres d'art. Et tu l'as déjà trouvée? Alors moi personnellement non, mais d'après ce que j'ai entendu, oui, il y aurait une photo de la citadelle. D'accord. Et alors, est-ce que tu connais le surnom de la citadelle? Alors moi non. Mais je suis bitchois, mais je ne le connais pas malheureusement. Alors c'est la forteresse impénétrable. D'accord. Alors d'où lui vient son surnom? Je te propose d'aller le découvrir tout de suite. Ok. 1870 a marqué l'histoire de Bitche et bien au-delà, l'histoire de l'Alsace et de la Moselle et celle de l'Europe tout entière. Bitche s'isole, ferme toutes les portes, et il y a encore des enceintes, il y a des murailles. Et ils se retrouvent coupés du monde. Et donc ils vivent en autarcie. Par contre, ils arrivent quand même encore à se ravitailler grâce aux paysans alentours. Dans la garnison en elle-même, dans la citadelle, ils sont à 1500 hommes. Donc il y a plus de 2700 soldats et plus de 1000 civils encore qui restent dans Bitche. La forteresse et la ville vont essuyer 3 bombardements, dont un premier dès le 8 août, qui fera une victime sur le plateau de la citadelle. Le gros bombardement sera du 11 au 21 septembre, où là la ville va être rasée, il y a plus de 200 maisons qui vont disparaître, il y a aussi ils vont laisser sortir des gens. Plus de 1000 habitants vont sortir de la ville, mais il y en a qui vont rester pour soutenir la garnison. Suite au 3e bombardement, ça qui a duré plus de 10 jours, la citadelle est presque rase, en grande partie rasée sur le dessus, mis à part la chapelle. Donc heureusement pour justement un des avantages de la citadelle, c'était les souterrains. Donc tous les soldats de la garnison de la place forte vivaient sous terre. Donc dans un contexte froid et humide. C'est comme si vous allez visiter la ligne Maginot, c'est pareil. C'est 12 degrés tout le temps, humidité. La vie de la garnison quand même continue. Parce qu'après ces bombardements, il faut se dire que Bitche est toujours bloqué, il y a toujours les Bavarois en face, mais il n'y a plus vraiment d'attaque. Ils sont tranquilles, entre guillemets, hein, ils sont quand même assiégés, ils arrivent à se sustenter, ils arrivent à avoir des victuailles encore malgré le blocus des Allemands. Faut savoir que les paysans étaient menacés de mort s'ils ravitaillaient la garnison, mais ils le faisaient quand même parce qu'ils étaient payés pour ça. Le 28 janvier 1871, l'armistice est signé. Mais les négociations sur la future frontière franco-allemande se poursuivent jusqu'au 15 février. Belfort se rend le 18 février avec les honneurs militaires. Mais Tessier, lui, refuse toujours de quitter la place. C'est vrai que vu de l'extérieur, on peut penser qu'il est têtu. On signe l'armistice, effectivement, la France se rend. Pas Tessier, mais il faut se mettre dans le contexte, toujours, c'est que la ville est coupée du monde. Donc toutes les infos qui viennent de l'extérieur sont sujettes à caution. On n'est jamais sûr que ce soit vrai. Ils avaient quand même, les Allemands leur donnaient des journaux belges qui étaient neutres à l'époque, donc qui en parlaient. Mais pour lui, en tant que bon soldat, il attend des ordres. Et les ordres ne venaient pas. C'est pour ça qu'il continuait. Il ne se rendait pas, mais il ne résistait pas non plus. Enfin,
Il n'allait pas ouvrir la place forte, mais il n'allait pas non plus attaquer les Allemands. Il a même pris sur lui de négocier avant qu'il ait les ordres de Paris. D'ailleurs, bien lui a pris parce qu'il a pu négocier de meilleurs avantages que ce que les Français lui avaient ordonné. Et c'est comme ça qu'elle a pu sortir avec armes et bagages, mais sans les honneurs de guerre, puisqu'il faut bien se dire que Bitche est la seule place forte qui ne s'est pas rendue pendant toute la guerre. C'est d'ailleurs pour ça que son nom est écrit au Panthéon. Louis-Casimir Tessier est né en 1821 à Albi. Nommé à Bitche en 1870, il commande 2400 hommes et il a une volonté farouche de résister aux Bavarois. Il ne se résout finalement à évacuer la place que le 27 mars 1871, comme un invaincu. Grand officier de la Légion d'honneur, il meurt en novembre 1916 sans avoir pu réaliser son vœu, voir flotter à nouveau sur la citadelle le drapeau tricolore. La guerre a fait 139 000 morts côté français et 51 000 côté allemand. Après l'armistice, la paix est signée à Francfort le 10 mai 1871. La France paye sa défaite très cher. Elle cède l'Alsace et une partie de la Lorraine. On passe maintenant à quelque chose qui m'amuse beaucoup, la réalité virtuelle. Et je vois que tu as des jolis casques ici. Alors, combien tu as de casques? Alors, à la Microfolie, on y retrouve des Oculus Quest 2 et on en a 5. D'accord, alors ouais, c'est déjà pas mal. Et quel type de contenu tu proposes sur ces casques? Alors sur ces casques, on propose différents types de contenus, des vidéos et des jeux vidéo de tout type et de tout genre, pour que tout le monde puisse avoir un contenu adapté à sa personne et à son âge. Alors tu proposes aussi de l'initiation à la programmation pour les enfants avec de drôles de petits robots. Alors explique-moi un petit peu le principe. Alors là, on peut retrouver 3 de nos robots Cosmo avec leurs cubes respectifs qui nous permettent d'apprendre aux enfants à faire de la programmation en Scratch. Donc là, on va commencer simplement à le nourrir. Donc je te propose de prendre le cube, de le secouer jusqu'à ce qu'il soit bleu. Encore. Là, c'est bon. Tu peux le poser juste devant le robot. Il va analyser le terrain et va aller se diriger tout seul, par lui-même, pour se nourrir. Donc là, il est en train de grignoter le cube. Hop. Et là, il est à 100% d'énergie. Oh là là, alors là, il est super vif. Là, il est à 100%. Hop. On va le remettre tout droit. Hop. Voilà. Et donc, sur cette tablette, ici, on peut y retrouver plusieurs catégories de choses qu'on peut faire. Donc, la programmation au code lab, le mode exploration, les jeux, les tours, les temps libres, le Cosmo en action et les premières rencontres. Donc, lui, il possède tout un tas de capteurs, dont une caméra juste au niveau de sa bouche pour pouvoir nous voir et voir son environnement. D'accord. Nous, ce qui va nous intéresser, Donc là, il se sent frustré, alors le petit alors robot. là, oui. Alors, il nous envoie certaines informations. Donc là, il a besoin d'un réglage. Il explore son environnement. Donc là, il est vraiment en autonomie. Okay. Nous, quand on reçoit des élèves, par exemple, ou des enfants, on leur apprend à programmer, donc en Scratch, grâce à cette application. Hop, on clique dessus. Ça charge. Et là, on va créer un nouveau programme. Donc là, c'est un programme qu'ils apprennent à l'école, donc à partir de la primaire et même parfois en maternelle, qui est même aux épreuves du brevet et du bac. Okay. Et comment ça fonctionne la programmation en Scratch? C'est très très simple. Vous avez des blocs ici. Hop, tac. Et je t'invite à sélectionner ce bloc-là et à l'ajouter ici. Tu peux cliquer ici, mettre un 5 ou un chiffre qui te plaît, hop, là, on cliquer à l'extérieur, de 5, hein, et après, tu peux appuyer sur le bouton drapeau vert et ça va se passer au niveau du robot qui avance de 5 automatiquement comme tu lui as demandé. En rajoutant des blocs et en l'ajoutant aussi au plateau de jeu, on peut lui faire des scénarios. Donc là, imaginons, on a cette boîte qui représente un colis, on a notre robot Cosmo, on lui dit « je vais aller de là à là, prendre le cube pour le livrer ailleurs », on va le programmer sur la tablette, on va l'avancer de 5, tourner à droite et lui faire prendre la boîte. Il aura besoin d'un petit coup de main entre-temps, je t'invite de nouveau à appuyer sur le bouton vert. Donc là, il va avancer tout seul. Comme dit, je vais lui donner un petit coup de main pour s'aligner correctement. Hop, oups,
Hop, et là, il l'a pris. Donc là, on avait eu un petit oubli de ma part. Il fallait qu'il avance Il d'un. avait, C'est ça. Et donc, dans ce scénario-là, si on le prolongeait, on pouvait demander de continuer à rouler avec la boîte et l'emmener par exemple à B. D'accord. Voilà, c'est des choses qu'on voit avec les enfants. On leur explique comment fonctionne un robot, les moteurs, les capteurs. Il peut parler, il peut voir, il peut interagir avec nous. D'accord. Bon, ça doit vraiment beaucoup leur plaire aux enfants. C'est une belle initiation à la logique. Et peut-être aussi, ça leur donnera peut-être des ambitions futures. Peut-être qu'on aura des futurs développeurs grâce à, C'est ça. Grâce au robot Cosmo. à ce jeu. Oui. Oui. Alors, autre activité réalisée ici, l'impression 3D. Quel type d'objet est-ce que vous fabriquez avec cette imprimante? Alors, on imprime plein de choses avec notre imprimante, mais la majorité du temps, quand les personnes viennent, ils commencent par une initiation. Donc l'initiation, on utilise ce logiciel-là, qui est totalement gratuit, qui s'appelle BlockSCAD et qui réutilise la programmation en Scratch avec des blocs, alors adaptés pour de la modélisation 3D. Donc là, par exemple, c'est un petit porte-clés juste avec lettre B. On utilise aussi d'autres bases, comme les bases de données, où les utilisateurs utilisent n'importe quel fichier qui s'y trouve ici, le sélectionnent et vont pouvoir refaire le modèle directement avec notre machine, ou utiliser un autre logiciel beaucoup plus compliqué comme celui-là, où on a reproduit le logo de Mosaïque Crystal en porte-clés. Donc là, c'est toi, Marie, qui va pouvoir lancer l'impression du porte-clés Mosaïque Crystal. Tout est déjà dans la carte SD, le fichier. Donc toi, tu vas pouvoir appuyer sur Imprimer. Vas-y. Hop. Ensuite, ici, sur la partie bleue. Ici, le porte-clés. Hop. Et Imprimer. Alors, il faut bien appuyer. Voilà. Donc là, la machine est totalement programmée par le logiciel qu'on a vu précédemment. Il n'y a rien besoin de faire, juste à regarder l'impression se faire toute seule. On a un point commun tous les deux, on fait tous les deux des reportages. Tu formes donc les jeunes à la prise de vue et au montage? C'est ça. Alors nous, on a différents types de matériel. Donc là, ici, hop. Tu le reconnais peut-être, c'est un stabilisateur, donc de chez DJI, avec un Lumix, donc voilà, un appareil photo mais aussi vidéo qu'on utilise pour faire, pour tourner nos reportages, ainsi qu'un petit micro sur trépied ici, pour prendre le son. Alors il y a aussi la prise de son sur notre appareil photo vidéo, mais on utilise les deux. On a aussi un petit trépied au cas où on aurait besoin de quelque chose d'un peu plus stable et sur du long terme. Et donc cet appareil-là, on l'utilise dans les cadres de vidéo, par exemple avec l'ESAT de Gothenburg, avec qui on travaille en étroite collaboration pour des vidéos telles que des interviews entre collègues ou des vidéos sur les portes ouvertes aussi. Tu accompagnes aussi du public dans la création de leur propre borne d'arcade? C'est ça, oui. Alors celle-là, donc, elle a été faite ici à la Microfolie avec l'aide du service technique de la ville, de Beach. Okay. Et donc nous, on a les plans pour réaliser la structure en bois, mais aussi les plans techniques, donc électroniques à l'intérieur pour pouvoir y jouer. Donc on a la connexion des joysticks et des boutons à notre mini-ordinateur qui sont à l'intérieur, ça on pourra le voir après si tu veux. Et après on peut même télécharger des jeux et les installer à l'intérieur directement. Et donc ça, les personnes peuvent venir ici, se dire, la tester, se dire, waouh, j'ai vraiment envie de le faire. On leur dit, c'est tout à fait possible, on peut vous fournir les plans, tout ce qui est électronique, leur faire une espèce de liste de courses. D'accord, ok. Et ils pourront revenir. Donc, eux achètent en fait tout le matériel et toi tu les aides à aider. assembler tout ça. C'est ça. La partie de bois, alors comme dit, c'est pas moi qui m'en suis occupé, mais les personnes qui s'en sortent un minimum peuvent la réaliser avec les plans. Et la partie électronique, moi je peux les aider et leur donner un coup de main. Ok. Et ça coûte combien à peu près l'ensemble, tu le sais ou pas? Alors pour un ensemble, pour avoir toutes les finitions et tout ce qu'il faut compter à peu près 500 €, peut-être un peu moins en fonction de certains composants. Quand même, hein, c'est pas... Ok, bon après quand on est vraiment fan, on est prêt à dépenser cette somme. Une vraie borne arcade faite sur mesure, on est plutôt aux alentours des 3000 €. Ah oui, ok. Voilà. Ça dépend la gamme, le nombre de jeux qu'il y a dedans, mais c'est parfois à ces alentours. Là. Donc c'est plutôt raisonnable comme prix. T'as beaucoup de demandes? Pour en faire une? Oui. Alors j'ai eu quelques demandes, oui, de personnes curieuses de savoir comment est-ce que ça fonctionnait, quels composants il y avait à l'intérieur, les plans pour l'architecture, et on me l'a demandé, oui, 2-3 fois, et une personne qui l'a réalisé complètement et qui l'a customisé. D'accord, ok. Alors la Microfolie propose aussi des ateliers d'initiation au numérique. À qui s'adresse-t-il? Alors ça s'adresse à tout type de public.
La majorité du temps, ce sont des personnes âgées qui découvrent pour la première fois le numérique ou qui le redécouvrent après une longue période et qui viennent avec des questions sur comment ça fonctionne, mon téléphone, mon ordinateur, j'ai reçu un nouvel appareil, je ne sais pas comment ça fonctionne, aidez-moi, j'ai reçu un mail, je ne sais pas si c'est sûr ou pas sûr, des choses comme ça. D'accord. Donc, vous les sensibilisez aussi aux dangers du numérique et puis aussi de l'IA, parce que là, on en entend beaucoup parler. Est-ce que c'est des ateliers que vous pratiquez? Alors, on fait de la sensibilisation, oui, sur tout type d'aspects, et aussi un travail sur l'intelligence artificielle avec une initiation. Alors, une initiation assez encadrée sur un thème lié à l'écriture d'une histoire, mais on sensibilise aussi, lors de cet atelier qui dure à peu près 3 heures, sur les dangers que l'on peut retrouver avec des images générées par l'intelligence artificielle ou des textes qui sortent de nulle part et qui parfois sont de la désinformation ou des choses de ce genre. Ou parfois même des mails frauduleux qui sont générés aussi par l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Hugo et Michel pour la visite. Mais de rien, Marie. Je pense que je vais revenir avec ma fille qui a 10 ans. Je pense que ça lui plaira beaucoup. Volontiers. Il faut savoir seulement lire. Ok, bon, ça, je sais faire. Quels sont les horaires d'ouverture? J'ai oublié de vous demander. C'est ouvert du mardi au samedi, le matin de 9h à 11h45 et l'après-midi de 14h à 17h15. Et c'est de nouveau totalement gratuit pour les bichois et les non-bichois. Ok, et bah super. Et puis moi je vais repartir avec un petit cadeau sur l'épaule. Hein. Oui, et il ne faudra pas oublier ce petit cadeau Ok. qu'on a réalisé juste avant. Ah bah super, c'est le joli porte-clés mosaïque cristal. Bon bah je vous dis à bientôt à tous les deux alors. À bientôt, à la prochaine. Et hop là.